Salut à tous, alors cet épisode pour parler des San Antonio Spurs en rapport avec la réalité et en rapport également avec le jeu NBA 2K dans lequel on le verra, les difficultés sont assez importantes. Alors tout d'abord une petite séquence nostalgie, oui, ce petit bonhomme là qui s'oppose à LeBron James, qui l'a embêté d'une façon incroyable lors de la fameuse finale 2014 où il termine même MVP des finales, pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer. Parce que, outre ses capacités défensives, c'est aussi une arme offensive de tout premier plan, à l'image de ce qu'il avait infligé aux Warriors lors des playoffs 2017, avec notamment lors de ce premier match à l'extérieur, un récital je dirais en première mi-temps et en troisième quart-temps, puisque malheureusement pour lui, il ne verra jamais le quatrième quart-temps. Je pense sincèrement que c'est un what if assez incroyable. C'est si Kawhi Leonard ne s'était pas blessé lors de ce fameux Game 1 des finales de conférence. C'était des finales de conférence 2017 face aux Warriors. S'il ne se blesse pas, que se passe-t-il par la suite? Que se passe-t-il? Alors on sait que... Alors on voit que là, une première fois, il se fait mal, mais là, ça n'est absolument pas dû à un adversaire, c'est dû à ce pied gauche qui va reculer et se poser aïe sur le pied tout simplement d'un coéquipier sur le banc. Voilà, donc première alerte. Il était déjà en difficulté avant le match. Et puis là, évidemment, c'est la fameuse action sur laquelle Pachulia plaidera un close-out tout à fait propre. Et puis, évidemment, les partisans de Kawhi vont dire que c'est un scandale. Les partisans des Warriors vont dire bah y a rien. Bon, bref, il y a les gens qui aiment pas Pachulia, il y a les gens qui aiment Pachulia, il y a les gens qui aiment Kawhi, il y a les gens qui aiment pas les Spurs. Donc chacun se fera son avis sur cette action. Moi toutefois, ce que je regrette, c'est que finalement depuis ce match-là, on n'a plus jamais revu Kawhi Leonard à son meilleur niveau aux Spurs. On sait qu'il s'en suivra une demande de trade suite à une année totalement dramatique et avec des soucis dont il est difficile de savoir exactement la teneur. Le trade sera effectué avec les Raptors et DeMar DeRozan va faire le chemin inverse et va se retrouver aux Spurs, et puis c'est là que notre histoire démarre. Alors on voit qu'après 4 matchs cette saison là, à l'heure où je parle, les Spurs à droite on voit sont plutôt pas trop maladroits, surtout à l'extérieur, étonnamment, parce qu'ils sont pas vraiment réputés pour avoir des shooters extérieurs cette année, et en revanche il y a une défense qui est assez catastrophique, puisqu'actuellement c'est la 4e la plus mauvaise de la ligue au nombre de points encaissés. On sait en plus que la pace des Spurs n'est absolument pas traditionnellement la plus grande, donc il n'y a pas vraiment de raison pour dire oui voilà, mais c'est normal, ils jouent plus de possession, donc en jouant plus de possession ils encaissent plus de points. Non, c'est pas un argument, à la limite ce serait presque plus un argument dans le sens contraire. Alors j'avais joué un premier match avec les Spurs, et puis c'était encore au moment où Dejounte Murray n'avait pas contracté cette horrible blessure qui risque très très fortement de le priver de la saison, en tout cas c'est ce qui s'est dit ici et là. Et de la même manière, le backup meneur qui a été pensé par Popovich, Derek White, ne s'était lui non plus pas encore blessé. Alors là on annonce une indisponibilité plus courte, et donc sur ce match-là, vous pouvez aussi apercevoir le rookie Walker, Lonnie Walker, qui s'avérerait a priori plutôt être une très bonne pioche, et évidemment qu'on aura du mal à voir avant là encore quelques temps. C'est bien regrettable. Donc tout ça, ça nous fait des blessures qui sont très très embarrassantes pour les Spurs. Et pour autant, quand bien même j'avais aligné ces gars-là
pour le premier match, enfin sauf Derrick White, hein, eh bien on voyait déjà d'énormes soucis défensifs. Alors des soucis défensifs sur les switches en défense. On voit également que tout simplement certains sont beaucoup trop faibles pour tenir leur vis-à-vis. Là, c'était du Jimmy Butler en dos au panier qui était assez difficile à prendre. On a également LaMarcus Aldridge qui n'est pas non plus réputé pour sa défense intérieure, même si c'est loin d'être un bouffon par rapport à ça. Là, cette action-là, on peut la mettre, à mon avis, plus au crédit de Karl Anthony Towns. Alors le jeu, évidemment, ne prend pas en compte les énormes problèmes qu'il y a actuellement aux Timberwolves, hein, parce que on sait que là-bas, c'est le feu total, quoi qu'on en dise, et avec cette histoire de demande de trade pour Jimmy Butler, ce trade qui n'est pas encore effectué, situation totalement explosive. Et puis pour rappeler le contexte de ce match dans la NBA réelle, donc le premier match pour ces deux équipes-là, il faut pas négliger le fait que si les Spurs l'ont gagné, les Timberwolves étaient, je vous dis, totalement en crise absolue par rapport à cette situation de conflit entre Butler et Towns et Wiggins. Donc, moi j'ai beaucoup plus de mal dans le jeu, parce que, je vous dis, donc le jeu ne prend pas en compte ces choses-là, et puis, par contre, ce que le jeu prend en compte, malgré la présence d'un Dejounte Murray, hein, qui est All Defensive Team 2018, hein, ce qui est quand même pas rien du tout. Malgré sa présence, l'équipe est dramatique en défense, totalement dramatique. On voit que par exemple j'avais fait le pari pour ce tout début de saison, j'avais fait le pari de démarrer par séquence assez small ball, notamment en quatrième quart-temps, démarrer la saison en essayant de mettre Aldridge en 5, en mettant Rudy Gay en poste 4. Et ça nous permet quand même de revenir un petit peu dans ce match en alignant quelques stops défensifs. On est finalement pas si loin que ça, même si le début de match avait été très très difficile. On verra que c'est une relative constante dans les matchs que je vais vous proposer dans cet épisode. C'est des débuts de match qui sont toujours très très délicats. Et puis malgré cette dernière défense plutôt correcte, on n'arrivera évidemment pas à infléchir cette horrible tendance avec un pourcentage à 3 points calamiteux. Je crois qu'on était à 3 sur 17 ou quelque chose comme ça. Des performances en attaque dramatiques. Bref, où est-ce que je veux en venir ? C'est que vous me donnerez votre avis les uns et les autres si vous avez essayé de jouer avec ces Spurs-là. Mais les Spurs sans Kawhi Leonard, sans Danny Green aussi, c'est à signaler tout de même, c'est nettement moins facile à jouer. C'est nettement moins facile à jouer et on pourrait l'expliquer de façon assez claire par le fait que la présence, alors qu'on voit qu'ensuite j'ai remis à jour les blessures, la présence de joueurs majeurs qui sont des shooters à 2 points, qui sont des shooters en pull-up, qui sont des joueurs d'isolation, comme DeRozan par exemple, va évidemment rendre les choses peut-être un peu plus délicates. Alors donc voilà, j'avais mis à jour ensuite les blessures, donc j'ai mis la saison pour Murray, j'ai mis 2 à 4 semaines pour Derrick White, et je crois que j'ai mis au minimum 1 ou 2 mois pour Lonnie Walker. Du coup la rotation elle est un petit peu plus délicate, et j'étais parti sur ce que je pensais moi avant d'avoir vu les premiers matchs. Ce que je pensais moi avant les premiers matchs, c'était un repositionnement, puisqu'il a du handle, puisqu'il a un petit peu de créativité tout de même, c'était de placer à de nombreux moments du DeRozan au poste de meneur. De toute façon on sait bien qu'en NBA on peut comme ça aligner des joueurs. Alors le jeu va vous dire il est en meneur, mais on s'en fiche, il y a 5 mecs sur le parquet, et puis ce qui compte c'est d'avoir un ball handler, et ce qui compte c'est d'avoir des shooters pour créer du spacing, et puis finalement vous choisissez de jouer avec un intérieur ou 2 intérieurs. Ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. Après on a vu Popovic justement,
je me suis un petit peu conformé à ce que Popovic a commencé à faire en ce début de saison, c'est-à-dire qu'il a positionné Forbes en poste 1, ce que je trouve délicat dans le jeu, on va le voir ensuite. Ensuite, on fait quand même terminer les matchs à Patty Mills, hein, tout de même. On donne un max de minutes à DeRozan, on donne un max de minutes à LaMarcus Aldridge, on donne pas énormément de minutes à Gasol, on fait starter Jakob Poeltl. On termine small ball tout de même. Hein. Moi, vous avez vu, j'ai mis du Gay, Aldridge, Patty Mills. Et je pense qu'il faut aussi jouer beaucoup, et c'est ce que j'ai vu en regardant les premiers matchs des Spurs. Il faut jouer la carte Bellinelli aussi. Bellinelli qui a des qualités de shoot qui sont évidentes. Et avec ces qualités-là, ce serait quand même bien dommage de s'en passer. Et puis il faut aussi qu'il y ait de la présence, une présence suffisante pour Davis Bertans, puisque les Spurs croient en lui. Les Spurs l'ont re-signé. Il a une possibilité en plus d'être assez performant en shoot extérieur. Il a un gabarit intéressant, par son envergure dirons-nous. Il peut arriver à avoir une certaine nuisance défensive, même si c'est pas un énorme défenseur. Il manque de qualité athlétique, tout comme d'autres et bien d'autres joueurs de cette équipe. Hein. Je dirais que c'est presque un élément fondamental des difficultés qu'on peut rencontrer dans le jeu. C'est le manque de qualité athlétique. Après, aller jouer contre les Blazers, c'est pas non plus la tâche la plus facile en NBA. On voit qu'il y a un McCollum qui se régale en step back à 3 points. Je vais essayer progressivement d'aller trouver du shoot, d'essayer de faire du DeRozan avec DeRozan. Bon, à la limite, faire du Aldridge avec ce dernier, c'est plus facile parce que Aldridge en joueur intérieur, bon, ça va, c'est assez gérable. Il faut aussi arriver à trouver des spots pour Bellinelli. Il faut arriver aussi à essayer de trouver une efficacité dans l'utilisation pour un Patty Mills. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui a mis un peu de temps au tout départ. Faut arriver aussi à créer des situations où Bryn Forbes, qui est un joueur très adroit à 3 points, peut justement exprimer cette adresse-là. Et bien tout ça c'est pas évident à mettre en place. On voit que j'essaye d'utiliser des écrans assez fréquemment, des écrans pour libérer, je dirais, la possibilité de shoot pour DeMar DeRozan. C'est très dur dans ce match là encore, hein. C'est très très difficile. On voit que on arrive péniblement à rester à une dizaine de points d'écart. Pas hésiter peut-être à pénétrer, on a de bons tireurs de lancer franc en l'occurrence. C'est vrai, hein, les joueurs majeurs là en l'occurrence de cette équipe sont de très bons tireurs de lancer franc. Il y a moyen d'avoir du bon pourcentage, mais il y a quand même un truc qui va toujours pas. C'est ce que je signalais juste avant, et c'est pour ça que j'en parlais, quasiment en préambule, c'est la défense. C'est la défense. Alors on voit que... alors ça me rassure quasiment, hein, de constater que en NBA réel, les Spurs ont une défense qui, en ce début d'année, a, le moins qu'on puisse dire, énormément de difficultés à se mettre en place. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, quand même, arriver à être 4ème pire défense de la ligue. Je sais que c'est sur 4 matchs, mais c'est quand même pas très Spurs. Hein. Donc voilà, après il y a mes errances défensives à moi, hein, sur les images, hein, c'est pas à mettre uniquement au débit des joueurs. Bon, Damian Lillard va être évidemment homme du match parce qu'il nous a fait tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'on peut subir parfois dans Touquet de la part de ce joueur. McCollum a été bon également, mais est-ce une surprise? Est-ce une surprise en allant jouer les Blazers? Honnêtement non. Ce qu'il faut juste, c'est arriver à les museler un petit peu. Et je pense qu'une chose qui n'a absolument pas aidé, c'est d'avoir systématiquement, au poste 1, d'avoir Bryn Forbes
ou Patty Mills. Parce que comment est-ce que vous voulez, même si vous en prenez le contrôle, mais là je me suis pris un écran avec Bellinelli, voilà, ça c'est un panier qui fait très très mal pour McCollum. Quand vous avez des défenseurs extérieurs qui sont Forbes, Mills, Bellinelli, bon sincèrement c'est pas évident de museler des gâchettes comme McCollum ou Lillard. C'est sûr que si vous leur mettez dessus, vous leur mettez, prendre des exemples très très proches, hein, vous leur mettez respectivement Dejounte Murray et puis vous leur mettez un Danny Green s'il n'avait pas été transféré, bah déjà ça rigole un petit peu moins. Et pourtant, voilà, je suis pas allé chercher non plus Klay Thompson et John Wall, hein, voilà. Donc tout ça pour dire que bah voilà, on a perdu. Il y a eu, comme dans le match contre les Wolves précédents, il y a eu au moins un motif d'espoir. C'est pas le pourcentage à 3 points. Le motif d'espoir, c'est le retour après avoir été vraiment mené, presque avoir été outscoré, hein, quelque part. Le retour dans le 4e quart-temps, ouais, ça c'est un motif encourageant. On voit que Lillard donc s'est fait relativement plaisir. Et puis, bon, sur ce match, j'ai enfin réussi à tirer parti de DeMar DeRozan en jouant un petit peu plus dans son esprit à lui, qui est l'ISO, qui est la recherche de tirs en pull-up. Bon, voilà, hein, on est sur quelqu'un qui adore prendre des shoots à 2 points. Ensuite, on rend visite aux Lakers. Alors, on a forcément en tête que ce match, il y a quelques jours, a vraiment été un grand moment, déjà un relatif grand moment de la saison, puisque c'était un match qui était allé en prolongation, dont beaucoup de gens ont parlé, ou dans lequel les Spurs ont été un petit peu malmenés par un LeBron James plutôt en forme, et qui finit quand même par rater le shoot qui aurait été le shoot de la gagne, mais aussi ou de l'égalisation, mais aussi de lancer franc totalement vitaux. Oui, bah alors dans ce match-là, ça va pas se passer de la même manière, parce qu'on a un mal infini. Regardez, j'ai fait exprès de sélectionner. On a une défense illégale des Lakers, et je trouve même le moyen de rater le lancer franc avec DeRozan, qui normalement est une relative machine. Donc bon, là c'est pareil. Il est 20 cm à l'intérieur de la ligne à 3 points, alors que pourquoi est-ce qu'il n'attend pas positionné à 3 points? Voilà. C'est un joueur de 2 points, je dirais même de 2 points longs, de pénétration aussi. On se prend des backdoors. En veux-tu, en voilà, c'est une boucherie, on va pas en faire trop. Le pourcentage à 3 points n'a toujours pas progressé, on est toujours pathétique. J'en prends bien la responsabilité, y a pas de problème. Il faut arriver à trouver de meilleurs spots, il faut arriver à construire un petit peu mieux. C'est ce qu'on va essayer de faire au match suivant. Donc on est à 0 victoire, 3 défaites, magnifique. Donc on va ensuite avoir le bonheur de recevoir les Pacers. Alors les Pacers démarrent très très mal la partie également, puisqu'ils sont à 0-4 et nous on est à 0-3. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de ce match, il y en aura un qui aura déjà au moins gagné un match, mais on espère que ce sera nous. Ça commence pas formidablement, mais ça a l'air d'être une constante avec ces Spurs, en tout cas avec moi à la manette. Bellinelli en retard sur la défense. Très bien. Très très bien. On a là encore un petit peu l'habitude, on va essayer de survivre, on va trouver un peu de catch and shoot. Enfin, dans ce match, on va trouver un peu de catch and shoot avec Patty Mills, qui va être un petit peu plus en réussite que ce qu'on avait pu déjà avoir. Lorsqu'on arrive à contester bien un shoot, on a O'Quinn qui vient prendre un rebond offensif et qui met une claquette. Allez, une bonne passe, on est en 4e quart-temps, on a réussi à recoller, on est sur du DeRozan bien classique là pour se rapprocher au score. Il y a un joueur qui est un peu pénible parfois,
c'est Collison. Collison est un peu difficile à prévoir, il est un petit peu délicat, même si on a vu que là c'est Sabonis qui nous avait fait mal sur un rebond offensif, nous remettant ainsi un écart au score assez conséquent. Et là, très de génie de Patty Mills, ça fait plaisir. Dans la foulée, oh là là, la Marcus qui rate son fadeaway, qui est pourtant sa marque de fabrique. Allez, pour une fois, bonne défense de Bellinelli. On espère que ça va contester correctement du côté, oui, de Gay. Allez, contre-attaque, là il faut pas réfléchir. Voilà, 3 points. On a de la chance, on a eu l'adresse. Derrière, évidemment, il faut absolument stopper l'horloge. On va envoyer Collison sur la ligne des lancers. Donc, évidemment, comme rien ne va, il en réussit 2. Et puis nous, derrière, évidemment, temps mort. On va essayer, on a juste un espoir, c'est d'essayer d'égaliser. Alors, je vais exprès servir Poltel qui resserre Bertans parce que j'avais fait rentrer quelques shooters là sur cette action-là. Il nous envoie peut-être en prolongation à condition de contester. Oui, ça va. Donc, prolongation. Allez, au moins on n'a déjà pas perdu. En tout cas, pas tout de suite. Et on va voir que dans cette prolongation, ça se bat en défense. Hein. J'ai vraiment essayé de resserrer, de contrôler, je dirais, le bon joueur. C'est vite dit, hein. C'est toujours un choix à faire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien suivre le porteur de balle. Personnellement, c'est pas du tout ma préférence. Je préfère essayer de suivre plutôt quelqu'un qui pourrait venir en aide défensive, mais parfois c'est aussi piégeux. Voilà. Bellinelli, très bien joué la défense sur Tariq Evans. On voit qu'ils ont sorti Oladipo là dans la prolongation, c'est pas très réaliste. Bref, on est à -4, balle à DeRozan. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, n'importe quoi, avec une faute de frustration juste derrière, magnifique. Heureusement, il y a une belle contestation. On se fait encore voler un rebond offensif. J'ai sauté parce que j'ai eu peur que Sabonis ne shoot. Heureusement, la Marcus Aldridge est venue contrer, à mon avis. Et derrière, on va au moins récupérer. Allez, on n'est pas capable d'aller chercher un 2+1, mais on va au moins chercher les lancers. Si on revient à -2, rien n'est perdu. C'est le cas. Donc là, il faut juste s'appliquer en défense. Déjà, c'est un bien grand mot parce que justement, on a vu que c'était un petit peu les grands boulevards, la défense là des Spurs. Mais sur cette action, tout va bien. C'était très bien défendu. Et derrière, c'est relativement correctement combiné. Rudy Gay vient égaliser. Alors, il reste là encore suffisamment de temps pour ne pas s'affoler. Il faut défendre proprement. Bogdanovic va subir une faute qui est débile. C'est pas moi, c'est l'IA. Voilà, jamais j'aurais tapé ce ballon, sachant que les Pacers étaient dans le bonus. C'est pas grave. On va assumer et on va essayer d'aller jouer le 2+1, vu qu'il reste un peu plus que 35 secondes. Donc voilà, on va shooter sans tarder. Et on a le bonheur que DeRozan est clutch. Ah, enfin, le démarre DeRozan qu'on connaît. En tout cas, qu'on connaît au moins du côté de Toronto en saison régulière. Parce que pour ce qui est des playoffs, on pourrait en parler. Donc, balle d'égalisation. Et là, le miracle s'accomplit. Puisque très mal défendu, c'est un paramètre très important, très mal défendu puisqu'avec Bogdanovic sur lui, DeMar DeRozan arrive à trouver le 2+1. Donc maintenant, il n'y a plus de temps mort pour les Pacers et il y a juste à essayer d'exercer une petite pression sur le shooter, c'est fait. Voilà enfin une victoire pour ces Spurs. Une victoire où, tiens, comme par hasard, le pourcentage à 3 points est à 40%. C'est étrange. Enfin un match gagné et enfin un match où le pourcentage à 3 points est correct. Ne serait-ce pas la clé? En tout cas, une clé. Toutefois, bon,
je continue à me poser pas mal de questions, mais au moins ça prouve qu'il y a moyen de gagner un match, c'est déjà encourageant. Pacers en plus c'est une bonne équipe. Voilà, donc je continuerai un petit peu à avancer avec ces Spurs. Il est évident que l'effectif tel qu'il est, je n'ai pas envie de le retoucher dans l'immédiat par souci de réalisme, mais on va voir si on va au bout de cette saison avec cet effectif-là, puisque ça n'est pas très Spurs d'effectuer des trades, ou si on essaye, je ne sais pas, de peut-être faire un trade au moment de, un petit peu avant la trade deadline, quelque chose comme ça, afin de, je dirais quand même, faire quelque chose de cette saison au lieu de décréter qu'elle est quasiment fichue, quoi, hein, parce que l'absence de Dejounte Murray, elle fait vraiment très très mal, et puis bon, voilà. Donc à suivre, je vous dis à bientôt, bye.